Bonjour et bienvenue sur l'autre actu. L'affaire Vincent Lambert a relancé le débat sur l'euthanasie. Alors que certains pays européens ont déjà légiféré sur cette question, d'autres n'ont toujours pas encore trouvé de réponse à cette question épineuse. Pour en discuter, nous recevons Jacqueline Herman, présidente de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Mais avant cela, le zapping. Deux principes sont le socle de la loi Leonetti, l'interdiction de tout acharnement thérapeutique ainsi que la prolongation artificielle de la vie du patient. Tout cela, même si le malade n'est pas capable d'exprimer sa volonté. Deux camps s'affrontent dans cette bataille judiciaire. D'un côté, la femme et le neveu de Vincent Lambert, ainsi que 6 de ses 8 frères et sœurs. Cette partie de la famille refuse que Vincent Lambert fasse l'objet d'un acharnement thérapeutique et est donc favorable à un arrêt des soins entraînant son décès. De l'autre côté, les parents de Vincent Lambert, ainsi que 2 de ses frères et sœurs, s'opposent à un arrêt des soins. Pour ces associations, la pratique de l'euthanasie est à bannir dans tous les cas. Des dizaines de Français atteints de maladies incurables continueront à faire leur dernier voyage en Belgique, à la rencontre de ceux qu'Ambert appelle des passeurs, qui, écrit-elle, se sont engagés à lui tendre doucement la main pour quitter la vie. Madame Hermans, bonjour. Vous êtes avocate et présidente de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Donc, notre première question est que dans les médias, nous entendons beaucoup parler d'euthanasie active, euthanasie passive, suicide assisté. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces termes? Vous me permettrez de jouer quelque peu la Belge. Nous avons une loi concernant l'euthanasie. Et cette loi a donné une définition de l'euthanasie qui est l'acte de mettre volontairement fin à la vie d'une personne à sa demande. Dès lors, je ne parlerai que de l'euthanasie. Mais en revanche, nous pouvons parler d'autres décisions médicales qui concernent l'arrêt de traitement, le fait de donner des doses massives d'opiacés, de la morphine, qui peut conduire au décès, le fait également, par exemple, d'accorder une sédation profonde et continue, ou encore le suicide assisté. Petite précision, notre loi ne parle que d'euthanasie, mais si on parle de la méthode, à savoir le choix entre une perfusion ou une potion létale, la chose est possible en Belgique, aussi bien donc la perfusion que le sirop de barbiturique. Cela dépend de l'état du patient, cela dépend de son choix, mais donc la chose est également possible. Ce qui n'est pas possible en Belgique, c'est le fait, par exemple, pour le médecin, de délivrer une prescription et ensuite de laisser le patient prendre ou non les médicaments. Le médecin doit être présent du début jusqu'à la fin et doit donc assister son patient à partir du moment où il donne la potion létale jusqu'à son décès. En France, la fin de vie est encadrée par la loi Leonetti. Elle interdit l'euthanasie, mais apporte un accompagnement jusqu'à la mort par un arrêt des soins. Est-ce que cette façon de procéder n'entraîne pas des souffrances inutiles? La difficulté que l'on peut constater en France, c'est qu'à partir du moment où vous refusez de parler d'euthanasie, quelque part vous êtes coincé. On l'a vu avec l'affaire de Vincent Lambert. Les médecins ont appliqué la loi Leonetti, Claes, ont appliqué l'arrêt de traitement et ont pratiqué une sédation profonde et continue. Mais comme ils étaient sous le coup de menaces de poursuite, il ne s'agissait pas évidemment de donner des doses massives de sédatifs ou d'antalgiques qui aurait pu, en quelque sorte, accélérer la mort. Donc, la frontière pour les médecins entre le fait d'accorder une sédation palliative, profonde et continue, et le fait de commettre ce qu'on appelle un homicide, cette frontière, elle est très ténue. Et donc, les médecins, de peur de passer de l'autre côté, vont éventuellement faire en sorte, mais oui, de prolonger l'agonie. Il n'y a pas d'autre terme. Vincent Lambert, il n'aurait pas fallu plus de, je dirais, une semaine en principe. Certainement pas. Et le problème, c'est que pendant cette attente, Vincent Lambert n'était plus conscient.
son corps était encore sensible à la douleur, mais il y avait aussi ses proches. C'est la souffrance aussi des proches qui est très difficile à supporter à ce moment-là. Selon différents sondages au cours des années, il s'avère qu'il y a une forte tendance dans la population française à être pour l'euthanasie. Alors, comment se fait-il que la loi n'a pas évolué dans ce sens encore ? Je pense pouvoir identifier 2 freins par rapport à une législation qui dépénaliserait ou légiférerait de manière beaucoup plus précise en matière de fin de vie. D'une part, malgré tout, le pouvoir médical, car il est difficile pour un médecin, encore aujourd'hui, d'accepter que ce soit le patient qui prenne la main. Les médecins, dans leur quotidien, prennent très souvent des décisions qui amènent au décès. Peut-être pas nécessairement tous les médecins, mais selon les spécialités, par exemple en soins intensifs, réanimation en France, ou en oncologie, ce sont des départements dans lesquels les médecins sont appelés à prendre des décisions qui ont un impact sur le décès du patient. Mais c'est eux qui prennent la décision. Dans les meilleurs des cas, avec le consentement du patient. En matière d'euthanasie, c'est le patient qui prend l'initiative, qui demande l'euthanasie et qui veut en réalité pouvoir mourir les yeux ouverts. Et là, je pense qu'il y a cet aspect-là de la perte de pouvoir de la part du médecin par rapport à cette question de fin de vie. Même chose pour l'Église, perte de pouvoir aussi. Si l'homme peut ainsi maîtriser sa vie et sa mort, l'Église perd une bonne partie de son pouvoir. Et donc, en France, ce qui me paraît être les freins principaux, c'est d'une part le pouvoir médical et d'autre part l'Église ou les églises. Justement, faisons un focus sur ces églises qui s'opposent à ces décisions. Elles se forment en groupe, en association. Pouvez-vous nous en parler un peu plus ? Ce que l'on peut constater, c'est qu'en dehors des églises, je dirais institutions que l'on connaît, et je dois dire, j'ouvre une petite parenthèse, en Belgique, notre église catholique est bien plus ouverte que l'église française. Nous avons une grande différence entre l'église belge et l'église française. Mais en dehors même de cette question-là, vous avez un réseau d'associations qui ont comme objet social en réalité de s'opposer à tout ce qui est la maîtrise par l'homme de son destin, s'opposer à l'avortement, s'opposer à la recherche sur embryon, s'opposer à l'euthanasie. Et c'est un réseau qui est, je dirais, assez puissant au point de vue des moyens financiers, certainement plus, par exemple, que les associations pour le droit de mourir. Nous faisons aussi du lobbying, ça c'est un fait, mais nous n'avons pas les moyens de ces réseaux-là, et qui donc consacrent aussi les moyens financiers à introduire une série de procédures judiciaires. Leurs succès dans ces procédures judiciaires, leurs succès sont très variables. Si vous voyez par exemple l'affaire Vincent Lambert, les géniteurs de Vincent Lambert, leurs avocats étaient payés en grosse partie par la Fondation Jérôme Lejeune. On parle d'un budget de 100 000 € par an. C'est exact. C'est même des chiffres qui sont donnés par la Fondation Jérôme Lejeune. Quelle est l'association, je dirais, pour le droit de mourir qui pourrait financer des avocats de cette manière-là? Vous n'en avez pas. Aujourd'hui, plusieurs médecins témoignent d'une affluence des patients français venant en Belgique pour pouvoir bénéficier de l'euthanasie. Est-ce que cette situation ne crée pas un droit à mourir dans la dignité à deux vitesses ? Certainement, parce que pour qu'un patient français puisse tout d'abord avoir l'information concernant cette possibilité que toute personne qui entre dans les conditions peut avoir
en ce qui concerne l'euthanasie, il faut qu'il ait aussi l'information par rapport aux médecins qui éventuellement accepteraient de pratiquer l'euthanasie. Et il ne faut pas oublier que nous n'avons pas une liste de médecins qui sont disposés à pratiquer l'euthanasie. Chaque cas est singulier. Un médecin peut refuser de pratiquer une euthanasie. Donc, ce qui veut dire que ce patient étranger, enfin résident à l'étranger, doit déjà disposer d'informations concernant éventuellement les hôpitaux auxquels il peut s'adresser pour éventuellement accéder à l'euthanasie. Et puis, il doit avoir les moyens financiers. Cela impliquera éventuellement plusieurs voyages en Belgique. Est-ce qu'également sa situation médicale le lui permet? Parce que c'est aussi une question qui se pose. Si vous êtes déjà très loin au décours de votre maladie, par exemple un cancer, est-ce que vous avez encore la force de vous déplacer? Enfin, je dirais que les patients qui ne peuvent pas espérer pouvoir obtenir une réponse en Belgique lorsqu'ils résident à l'étranger, ce sont les patients atteints de troubles psychiatriques, puisque que ce soit maintenant un patient belge ou un patient résidant à l'étranger, ces questions d'euthanasie demandent bien plus de temps que pour un patient atteint d'une maladie somatique. Que l'on soit en faveur ou en défaveur de l'euthanasie, il est important de laisser une trace de notre choix. Comment fait-on, de façon très pratique, pour faire valoir notre décision? Tout d'abord, une chose, c'est qu'on peut changer d'avis. Donc, ce qui veut dire que tant qu'on est conscient, tant qu'on peut s'exprimer, c'est notre parole qui compte. Et on peut très bien, par exemple, avoir été un militant en faveur d'une législation qui ouvre ce choix à tout le monde et ne pas demander l'euthanasie pour soi-même, ou parfois d'y renoncer. Mais la question qui se pose, c'est si je ne suis plus conscient de moi-même, si je suis par exemple dans une situation d'état, comme on appelle végétatif, c'est-à-dire d'état d'éveil non répondant, y a-t-il une solution? Oui, il y a une solution, c'est que je peux écrire une déclaration anticipée d'euthanasie dès que je suis majeur. Cette déclaration, il faudra que 2 témoins attestent que je l'ai faite. Et par ailleurs, je pourrais désigner une ou des personnes de confiance. On ne parle plus de représentation du patient dans ce cas parce que l'euthanasie n'est pas encore un droit. On a le droit de demander l'euthanasie. Donc, on ne peut pas désigner un mandataire en l'investissant d'un droit que l'on n'a pas. Mais donc, on parlera de personne de confiance qui sera en quelque sorte notre porte-voix dans le cas où la question se poserait. Et dans quel cas elle peut se poser? C'est si le patient est donc atteint d'une affection grave et incurable, s'il est inconscient et si sa situation est irréversible. Autrement dit, par exemple, dans un cas, puisqu'on a parlé de Vincent Lambert, dans un cas comme celui de Vincent Lambert, en Belgique, une personne qui connaît un accident de la route tel que Vincent Lambert l'a connu, qui se trouve plongé dans un état d'éveil non répondant, s'il a fait déclaration anticipée d'euthanasie, on pourra pratiquer l'euthanasie. Très bien, notre émission touche à sa fin. Madame Hermans, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Quant à nous, nous nous disons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet. D'ici là, n'hésitez pas à venir voir nos réseaux sociaux et je vous souhaite une bonne journée.